L'exercice numéro 24 est un exercice qui va mêler plusieurs thèmes, celui des matrices, des applications linéaires et des polynômes. Donc un exercice un peu plus contextualisé que l'exercice précédent où il suffisait de voir le lien entre les matrices et les applications linéaires. Alors c'est pas un exercice difficile, hormis la première question, due au fait que la définition de l'application phi n'est pas une définition qui est complètement explicite, puisqu'on n'a pas d'expression directe du reste dans la division euclidienne du polynôme AP par le polynôme B. Donc la première question, il va falloir l'étudier avec soin. Mais on avait déjà fait un exercice de ce type-là en début d'année. Donc du coup, c'est pas un exercice qui est aussi difficile qu'il n'y paraît. Alors, pour démontrer que l'application phi est un endomorphisme de R3 de x, on a deux choses à démontrer. D'une part que cette application est linéaire, et d'autre part qu'elle a valeur dans R3 de x. Mais comme on me demande ensuite la matrice de phi dans la base canonique, je vais évidemment relier la partie endomorphisme de R3 de x avec la matrice, puisque pour faire ça, il suffit de calculer l'image des vecteurs de base. Donc on voit bien que ces questions, on peut les relier directement. Et le lien entre la matrice de phi dans la base canonique, trouver une base du noyau de phi et de l'image de phi, ça c'est pas très compliqué, ça me permettra de calculer le noyau et l'image de cette application linéaire, sans faire référence à la définition de cette application linéaire, simplement en travaillant avec un tableau matriciel. Donc là, il faut voir cet exercice sans les matrices pour se dire « Waouh, c'est pas si facile ». Et avec les matrices, on va voir que ça revient à rédiger de façon complètement algorithmique, en faisant passer un algorithme sur les différentes coordonnées qu'on a récupérées. Bon, alors on va passer à la linéarité de phi. On va déjà démontrer que phi est une application linéaire. Alors pour ça, pas de mystère. Pour montrer que phi est linéaire, on doit se donner deux scalaires ici qui vont être des nombres réels, puisqu'on travaille dans un R espace vectoriel, et deux polynômes. Donc les polynômes, je vais les appeler P1 et P2. Donc deux polynômes de R3 de x, puisque c'est l'ensemble de départ de ma fonction phi. Donc l'objectif, ça va être de calculer phi de alpha P1 plus bêta P2. Et ça, je sais que par définition, c'est le reste de la division euclidienne du polynôme A alpha P1 plus bêta P2 par le polynôme B. Donc ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'écrire cette division euclidienne. Alors, il faut déjà que je justifie que la division euclidienne, on peut la poser. Déjà, on constate que le polynôme B n'est pas le polynôme nul, puisqu'il est de degré 4. Donc cette division euclidienne, on peut la poser. Donc si je pose la division euclidienne du polynôme A alpha 1 ou alpha P1 plus bêta P2 par B, donc je vais dire qu'il existe un quotient, que je vais appeler Q, donc tel que cette expression-là soit égale à QB plus, alors justement, ce fameux phi de alpha P1 plus bêta P2. Je vais juste corriger, là c'est pas alpha 1, c'est alpha. Là j'avais presque commencé à le réécrire. Voilà. Donc ça c'est la définition. Ce reste-là s'exprime de cette façon-ci. Alors l'objectif, souvent pour démontrer des égalités, quand on a un théorème type division euclidienne, c'est de calculer le même objet de deux façons différentes, comme ça on obtient une égalité. Donc je sais que ce reste il existe et il est unique. Si je mets la condition sur les degrés, c'est-à-dire le degré du reste il est strictement plus petit que le degré de B, donc ce reste c'est déjà un élément de R3 de x. Donc ça c'est la première chose. Mais je vois que cette division euclidienne qui est ici unique, je peux la reconstituer quelque part en posant deux autres divisions euclidiennes. Si je pose la division euclidienne du polynôme AP1 par le polynôme B, je vais dire qu'il existe un polynôme Q1, tel que l'on est cette relation-là, et il existe un polynôme Q2, tel que l'on est cette relation-là. Donc ça, c'est le résultat du théorème de la division euclidienne, avec évidemment la condition sur les degrés. On sait que le degré du reste est strictement plus petit que le degré de B, ce qui veut donc dire que ces deux polynômes-là vont être bien entendu des polynômes dans R3 de x.
Et on voit que cette division euclidienne, qui est unique, je vous le rappelle, on va pouvoir la reconstituer avec les deux divisions euclidiennes qu'on a posées ici, simplement en calculant alpha fois ça plus bêta fois ça. On va donc récupérer que a facteur de alpha P1 plus bêta P2 va donc être égal à alpha Q1 plus bêta Q2 fois le polynôme B, plus alpha phi de P1 plus bêta phi de P2. Donc là, on a calculé alpha fois cette égalité plus bêta fois cette égalité, et on récupère ce qui ressemble quand même fortement à une division euclidienne. Alors pour dire que c'est bien la division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme, il faudrait encore que le polynôme qu'on récupère ici soit un polynôme de R3 de x. Or, je sais que R3 de x est un espace vectoriel sur R. Donc, une combinaison linéaire d'éléments de R3 de x est encore un élément de R3 de x. Et je justifie que ce terme est dans R3 de x, puisque cet ensemble-là est un R espace vectoriel, donc stable par combinaison linéaire de ces éléments. Donc ce que j'ai représenté ici avec une croix, c'est la division euclidienne de ce polynôme par le polynôme B. Mais ceci est aussi la division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme B. Comme on vient de calculer de deux façons différentes un objet qui est unique, je récupère deux égalités. Je récupère l'égalité des quotients, mais je récupère surtout, et c'est ça qui m'intéresse, l'égalité des restes. Ces deux restes-là sont égaux. Or, l'égalité des restes me permet d'affirmer que ça, c'est alpha phi de P1 plus bêta phi de P2. C'est phi de P1, c'est pas phi 1 de P1. On vient bien de démontrer que l'application phi est linéaire. On a même démontré qu'on avait une linéarité sur les restes. Bon, alors ceci étant, l'exercice maintenant est quasi terminé puisqu'on va raisonner matriciellement. Alors, pour pouvoir déjà se propulser dans un raisonnement matriciel, on va calculer l'image des vecteurs de base, ce qui va me permettre de vérifier qu'on a bien affaire à un endomorphisme, ou même si on l'a déjà justifié, puisqu'on a vu que ce polynôme-là, il était dans R3 de x, mais il faut calculer l'image des vecteurs de base pour récupérer la matrice de phi dans la base canonique et pouvoir traiter ces questions-là sans jamais avoir à résoudre une équation dans les polynômes. C'est-à-dire que là, vous vous rappelez le schéma que j'avais fait, les matrices, c'est quelque chose qui nous permet de passer d'un problème géométrique à un problème justement qui est juste sur les coordonnées. Là, il faudrait qu'on résolve un problème avec la géométrie des polynômes, des équations polynomiales. On va juste passer dans le monde des coefficients. Alors évidemment, le prix à payer, c'est calculer l'image d'une base de R3 de x, c'est-à-dire l'image de ces 4 vecteurs. C'est pas un gros prix à payer, on a à poser 4 divisions euclidiennes qui sont quand même pas très compliquées. Alors, les divisions euclidiennes qu'on a à poser, c'est quoi? Phi 1, c'est le reste de la division euclidienne du polynôme A par le polynôme B. Donc là, je vais récupérer une division euclidienne. Je pose cette division, donc là, il y va une fois. Donc là, on va retirer moins x4 et on va rajouter x. On récupère donc a priori x moins 1. Donc voilà le reste, puisque je ne peux plus continuer la division. Donc on récupère déjà un reste simple. Ensuite, je multiplie ce polynôme par x pour avoir l'image de phi de x. Donc je dois poser la division euclidienne de ce polynôme par le polynôme qui est ici. Je multiplie par x. Et je récupère cette fois-ci le polynôme, si j'ai pas dit de bêtises, je crois pas, x carré moins x. X carré moins x. Et on continue. On multiplie lui par x carré cette fois-ci, donc ça fait x6 moins x carré, le tout divisé par x4 moins 1. Il y va x carré fois, donc on fait ici moins x à la puissance 6 plus x à la puissance 3. Il me reste x à la puissance 3 moins x carré. X à la puissance 3 moins x carré. Et enfin, le petit dernier, on multiplie ce terme-là par x3. Donc ça va me faire x à la puissance 7 moins x à la puissance 3, le tout divisé par x4 moins x. Donc là, il y va x3 fois. Donc je vais retirer moins x à la puissance 7 plus x à la puissance 4. Il me reste ici x4 moins x cube. Mais là, la division n'est pas finie, puisque là, mon polynôme est de degré 4. Donc il y va encore une fois.
Et là, on va retirer moins x4 plus x, et il me reste donc moins x cube plus x. Moins x cube plus x. Donc de là, maintenant, on peut déduire directement la matrice dans la base canonique de phi, donc la base canonique de R3 de x, bien sûr. Donc c'est une matrice de taille 4, 4, hein, puisque R3 de x est un espace vectoriel de dimension 4. Donc on écrit tout de suite notre petite légende habituelle pour bien visualiser les vecteurs que l'on décompose et la base dans laquelle ils sont décomposés. On n'a plus qu'à remplir notre petit tableau matriciel. Phi de 1, c'est x moins 1. Les coordonnées de x moins 1 dans cette base, c'est donc moins 1, 1, 0, 0. Phi de x, c'est coordonnées dans cette base. Attendez, j'ai fait une faute de report là. Phi de x, c'est x carré moins x, pas moins 1, moins x, réparé. Donc là, on va récupérer 0, moins 1, 1, 0. Pour phi de x carré, on va récupérer 0, 0, moins 1, 1. Et pour le petit dernier phi de x cube, on va récupérer 0, 1, moins 1, 0. Voilà ce qu'on récupère pour la matrice de phi dans la base canonique de R3 de x. Donc là, on a fait d'une paire plusieurs coups. Déjà, on a bien vérifié que tous ces vecteurs-là étaient dans R3 de x. Ils sont bien de degré inférieur ou égaux à 3, mais ça, on le savait. Donc ça a permis de voir que la linéarité de phi plus le fait que les vecteurs de base étaient inclus dans R3 de x me permettait de justifier proprement que l'application phi était bien un endomorphisme de R3 de x. Et du calcul des vecteurs de base, on a aussi pu déterminer rapidement, efficacement, concisément la matrice de phi dans cette base. Alors pour le noyau, la base du noyau et la base de l'image, on a une matrice qui est bon, globalement plutôt très simple. On s'aperçoit quand même qu'il y a deux colonnes qui ont l'air d'être furieusement liées. Hein. C'est les deux colonnes qui sont ici, qui ont les mêmes positions pour les zéros. Et on s'aperçoit effectivement en reliant les deux colonnes, donc en reliant les deux colonnes qui sont ici, donc la deuxième colonne et la dernière colonne, on peut s'apercevoir tout de même assez facilement que l'image phi de x plus phi de x3 est égal à 0, puisque quand j'additionne ces deux colonnes, j'obtiens 0. Additionner ces deux colonnes, c'est calculer phi de x plus phi de x cube dans cette base, et on obtient que la somme est nulle, ce qui permet de dire que phi de x cube plus x est égal à 0, ce qui permet de dire que le polynôme x plus x cube appartient au noyau de phi. Donc là, on a déterminé le noyau de phi, non pas par un raisonnement polynomial sur les polynômes. Comme le problème est linéaire, on a pu travailler avec des matrices et récupérer un polynôme qui est directement dans le noyau de phi gratuitement. Alors vous allez me dire, mais ça ne me donne pas le noyau. Je suis d'accord avec vous. Mais ça vous dit quand même que comme on a récupéré un vecteur non nul dans le noyau, cette histoire nous raconte que la dimension de phi, elle est supérieure ou égale à 1. Donc avec la formule du rang, que je vais écrire, que je peux bien appliquer puisque la dimension de l'espace vectoriel de départ est finie, elle vaut 4. Avec la formule du rang, on obtient que la dimension de R3 de x, qui vaut donc 4, je viens de le dire, est égale au rang de l'application phi plus la dimension de l'image de phi. Donc comme la dimension du noyau comme cette dimension-là, commençons par le début, est égale à 4, et que le nombre qui est là est supérieur ou égal à 1, on récupère donc que le rang de phi, il est déjà plus petit que 3. Mais on peut constater, on peut le voir avec les polynômes qui sont ici, que les différents polynômes qu'on récupère pour phi de 1, phi de x et phi de x carré, ces trois polynômes-là sont à degrés échelonnés. Donc on peut récupérer que la famille phi de 1, phi de x carré, c'est une famille de polynômes à degrés entiers et échelonnés. Donc c'est une famille à degrés échelonnés. Donc c'est une famille qui est libre.
Si cette famille est libre, ça veut dire que le rang de phi est aussi supérieur ou égal à 3, puisque ces trois vecteurs-là sont dans l'image de phi. Donc on récupère que le rang de phi est supérieur ou égal à 3. Moralité, là on fait d'une pierre trois coups. Regardez, le rang de phi est plus petit que 3 et plus grand que 3. Donc, première conclusion, le rang de phi est égal à 3. Mais du coup, j'obtiens une famille libre à 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc j'obtiens que la famille phi de 1, phi de x carré est une famille libre à 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc est libre à 3 vecteurs. Et c'est des vecteurs de une phi qui est de dimension 3. C'est donc une base de l'image de phi. Donc on vient de déterminer une base de l'image de phi, une base qui est plutôt simple. On vient de démontrer que l'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par les polynômes, donc x moins 1, x carré moins x et x cube moins x carré. Voilà pour l'image de phi. Et pour le noyau, c'est terminé aussi, puisque le fait que le rang soit égal à 3, ça me donne directement que le noyau est de dimension 1, c'est-à-dire que le noyau est une droite vectorielle. Et comme on a trouvé un vecteur non nul de cette droite vectorielle, eh bien c'en est un vecteur générateur. Donc on peut dire que le noyau de phi, il est engendré par le polynôme x cube plus x. Et c'est gagné. On vient de trouver une base et du noyau de cette application linéaire, en passant, j'insiste bien, d'un problème qui est purement un problème sur les polynômes à un problème qui est purement matriciel. Au lieu de résoudre l'équation phi de p est égal à 0, c'est-à-dire au lieu de trouver tous les polynômes de R3 de x pour lequel le reste de la division euclidienne de AP par B est nul, qui est un problème qui est 200% sur les polynômes, on s'est ramené à un problème linéaire, qu'on a donc résolu linéairement à travers une application linéaire. Et une fois qu'on est capable de déterminer la matrice de cette application linéaire, la résolution de cette équation, c'est purement un algorithme qu'on fait passer, on le voit, avec application évidemment de la formule du rang qui permet de relier le noyau et l'image et qui permet de conclure plus rapidement que prévu.